Hello, hello, bienvenue sur le podcast Pro et Serein, où nous pensons que les techniques qui facilitent la vie pro et perso devraient être connues du plus grand nombre. Nous testons et validons pour vous ce qui, selon nous, marche le mieux, pour vous permettre de vivre votre vie selon vos propres termes. Eh bien, bonjour à tous, bonjour Geoffrey. Salut Jean-Philippe, salut Romain. Salut vous deux. Bonjour Romain, eh bien l'heure est grave. Ah bon? Chers auditeurs, oui, car Romain Bisseret a encore frappé. Il a récidivé en commettant un autre livre aux éditions Gérezo qui s'appelle 60 minutes pour se libérer de sa charge mentale. Alors, eh bien, il est maintenant dans nos bureaux, la lumière dans le visage, et nous allons procéder à l'interrogatoire de Romain pour savoir, eh bien, les raisons pour lesquelles il a publié ce livre. Donc, 60 minutes pour se libérer de sa charge mentale. Alors, ma première question, Romain, eh bien, ce livre sur la charge mentale, t'a-t-il procuré de la charge mentale? Et comment est-ce que tu as fait pour t'en libérer? Eh oui. Alors d'abord, je vais quand même faire une précision tout de suite, parce que c'est le terme même de charge mentale, en fait, recouvre beaucoup de choses dans la société d'aujourd'hui. Et ce que je veux dire, c'est que dans le bouquin, moi, je m'attaque uniquement, on va dire, au côté cognitif de la charge mentale, c'est-à-dire la charge effective. Je m'attaque pas du tout au problème sociétal de l'égalité homme-femme, de la société patriarcale et ces choses-là. C'est pas du tout l'objet. Je suis juste sur la charge mentale en termes de cognitif, c'est-à-dire le fait que je suis obligé de me rappeler de trucs que j'ai à faire et que ça me pèse et que ça me stresse et que ça me procure donc de la fatigue et tout un tas de trucs qui vont avec. Et dans la société dans laquelle on est, ça nous arrive à tous et à toutes d'avoir des problématiques de choses dont on doit se souvenir, dont on doit se rappeler, que ça soit pro, que ça soit perso, que ça soit divers et variés. Voilà, le terme de charge mentale au départ couvre bien ça en psycho, couvre bien le fait d'avoir à se rappeler de choses qu'on a à faire et le stress d'oublier des choses qui peuvent être importantes, mais qu'on sait de pouvoir faire. Après, il n'y a pas toute la notion patriarcale, etc., qui a été rajoutée dessus, qui est très juste, et je ne vais pas du tout sur ce terrain-là. Donc, c'est quand même précision que je voulais faire. Je suis pas là pour faire un gros mansplaining, en fait, c'est-à-dire expliquer un peu aux gens ce qu'il faut penser ou quoi. Je suis juste sur les outils qui permettent de se libérer le cerveau, en fait. Ou a décidé de passer des bonnes soirées chez toi. Ouais, c'est ça. Happy wife, happy life. Happy wife, happy life. Alors, comment est-ce que ça t'est venu cette idée d'écrire ce livre? Ouais. Et puis, qu'est-ce que c'est des motivations pour aider les gens à réduire leur charge mentale? Je crois que c'est une suite logique. Enfin, en tout cas, de mon parcours à moi, avec notamment la découverte de GTD, le fait de faire des formations GTD, tout ça. Donc, moi, au départ, j'ai fait ça, c'était pour moi. Quand j'ai découvert la méthode, quand je me suis formé aux techniques de productivité et d'organisation, et je pense que c'est le cas de tout le monde ici, c'est parce qu'on a un problème. On essaye de faire plein de trucs, on a envie de faire plein de choses, et en même temps, on se retrouve à un moment où on commence on jongle avec plusieurs balles, puis il y en a qui tombent par terre, et puis il y a des choses importantes pour nous qui se font pas, et on s'aperçoit qu'on est trop dans le pro, et c'est dans le perso, et qu'on sait plus trop où donner de la tête pour arriver à avoir un équilibre. Et donc, on cherche des solutions. Donc, voilà, ce chemin-là, je pense qu'on est plusieurs à l'avoir fait. Ça a été mon chemin aussi, et en fait, pour moi, c'est l'idée d'une libération. Et d'ailleurs, tous les gens qui pratiquent des méthodes d'activité, des méthodes d'organisation, en général, ils le font même plus tellement parce que ça leur permet de faire plus de choses, mais vraiment par la tranquillité que ça leur donne. C'est-à-dire le fait de savoir que tout ce qu'ils ont à faire dans un système, c'est plus dans ma tête, j'ai pas besoin de me rappeler de ce que j'ai à faire. D'accord, je peux juste utiliser mon cerveau pour faire les choses et penser à ce que j'ai envie de penser quand j'ai envie d'y penser. D'accord, mais mon cerveau, comme il est nul pour me rappeler les meilleures choses à faire, pour le meilleur moment pour la faire, j'arrête de m'en servir pour ça. Parce qu'en plus, ça me stresse pour rien. Donc, c'est vraiment cette problématique au départ de dire, je veux pas que mon cerveau me serve de rappel automatique de ce que j'ai à faire, parce que ça marche pas bien. C'est source de stress, et en plus, ça me bouffe de la bande passante, c'est-à-dire que ça m'empêche, quand je suis en train de travailler, ça m'empêche de réfléchir, ça m'empêche d'aller au bout de mes raisonnements, ça m'auto-interrompt. Je pense qu'on est plusieurs à avoir connu ce truc-là aussi, on est en train de bosser. Pourtant, on a tout mis, on a arrêté le téléphone, on a fermé la porte, machin et tout, mais n'empêche que maintenant, c'est nous. On est en train de travailler sur un truc et pouf, on s'auto-interrompt parce que ça nous fait penser à autre chose, qui nous emmène ailleurs, qui nous fait... Et voilà. Donc, comment arriver à stopper ces auto-interruptions? Tout ça, c'était ma problématique de départ. Donc, j'explique tout ça, en fait, pour dire pourquoi moi, je suis venu à ça. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est... ce que je dis souvent, c'est les gens ne sont pas assez feignants, je trouve. Les gens ne sont pas assez fainéants. Ils n'ont pas de souci à se fatiguer pour des trucs qui, à mon sens, en tout cas, ça c'est moi, à mon sens, ne valent pas la peine. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai vu le mail du collègue, pourquoi j'aurais envie de voir plusieurs fois le mail de ce collègue? À moins que le mail me fasse marrer ou qu'il y ait quelque chose dedans qui m'amuse ou qui me donne envie d'y retourner. Oui, j'ai pas forcément envie d'y retourner plein de fois. Donc, je vais chercher la méthode, je vais chercher le moyen pour voir ce truc. Je l'ai vu une fois, ok, très bien. Qu'est-ce que je
peux mettre maintenant, qu'est-ce que je peux consigner quelque part qui fasse que j'ai plus besoin maintenant de voir ce mail. J'ai pas besoin de le voir une deuxième fois. L'information que j'ai dans le mail, je l'ai retirée du mail. La chose à faire, si on a une, elle est à côté dans un système, surtout pas dans mon cerveau. D'accord? Parce que je veux surtout pas mettre ce genre de choses dans mon cerveau. Les rappels de choses à faire, surtout pas dans la tête. De façon à ce que je sois libéré de ça. Le mail, je peux le dégager comme je veux et je sais que je ferai ce que j'aurai à faire. Donc, c'est une réponse un peu longue, mais pour dire ça, quoi. Moi, de mon côté, je retiens là, entre autres, cette auto-interruption. Je sais que dans les diverses formations que je peux faire, je parle de vélo mental. C'est-à-dire, quand on rentre chez soi, est-ce qu'il y a la roue qui continue à tourner? Est-ce qu'on pense à des choses de boulot en train de faire sa vinaigrette ou en train de prendre sa douche? Et c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Moi, je sais qu'à un moment, je n'arrivais plus à lire parce que en lisant, j'avais plein d'idées qui me revenaient. Ah oui, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ça, je trouve que c'est une pollution vraiment terrible. Absolument, oui. Ouais. Vraiment terrible. Et je pense qu'il y a plein de gens qui le vivent. Alors justement, ça m'amène à ma deuxième question. Avant que tu passes à la deuxième question, je voulais remettre une pièce dans la machine pour dire que je partage tout à fait. Dans le sens où il y a quelques jours, on est sur une période un petit peu chargée, et il y a quelques jours, je suis rentré à la maison en n'ayant pas fini ce que j'aurais aimé avoir fini, et au lieu d'être 200% présent à la maison avec mes filles comme j'ai l'habitude de le faire, j'avais la tête qui était en train de me dire demain matin, il faut vraiment que je gère ça en urgence, ou alors est-ce que je m'y remets une fois que les enfants sont couchés? Et ça tournait en boucle. Et c'était l'enfer. Et j'ai pas du tout... de toute façon, il fallait que je sois à la maison, il fallait que je gère la partie logistique. Mais contrairement à des fois où je peux combiner et gérer la logistique et être présent, passer un bon moment avec mes enfants avant le coucher, etc., là, j'étais vraiment purement dans la logistique parce que le cerveau, il était pas là. Le cerveau, il était dans... et tel truc a pas été envoyé, et tel machin a pas été réservé, et ça a pas été fait, et il y a tel client qui attend tel élément. Et je suis ravi que les méthodes qu'on pratique me permettent que ça m'arrive le moins souvent, parce que ce petit rappel, cette petite piqûre de rappel de qu'est-ce qui se passe quand ça arrive, était particulièrement désagréable. C'est ça, ouais. Donc, c'est l'idée de présence à soi et de présence aux autres. Comment je peux faire pour rester présent à moi ou rester présent aux autres, ou en fait être dans la situation, être dans le moment quand j'y suis, quoi. Ça n'empêche pas du tout d'anticiper, mais justement, le fait d'avoir anticipé tout ce que je pouvais anticiper raisonnablement, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'essayer de contrôler le monde, aide beaucoup à ça. Et en fait, pour répondre finalement à la question de départ, en plus court peut-être de tout ça, c'est l'idée, c'est d'arrêter de se laisser polluer par ce genre de trucs. Enfin, quelle que soit la chose dont on se rappelle qu'il faut la faire, que ce soit du domaine pro ou perso, que ce soit, donc, tu disais, Geoffrey, de la logistique, voilà, il y a le cartable à faire ce matin, le machin, etc. Je veux dire, je n'aime pas l'idée que ce truc-là m'occupe plus de cerveau que ça n'en a besoin. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui fait... Alors, est-ce que d'abord, ça a toujours été le cas qu'on se prenne la tête, qu'il y ait vraiment de la charge mentale? Est-ce que ça a augmenté? C'est quoi les principales causes de la charge mentale, que ce soit en milieu professionnel ou, enfin, disons, pourquoi est-ce qu'on est si sensible ou peut-être pourquoi est-ce qu'on en attend? Oui, parce enfin, tu l'as dit en filigrane, il y a de plus en plus de choses à faire. Alors, j'ai plus les stats exactes, mais je sais que rien que nos parents, déjà, recevaient infiniment moins d'informations par jour que nous. Et nos grands-parents, n'en parlons même pas. C'est-à-dire que, vraiment, il faudrait voir les stats, mais ça se compte. Ce qu'on reçoit, nous, comme information dans une journée, c'est qu'ils recevaient peut-être dans un mois, tu vois. Alors, moi, j'ai pas les stats du volume d'informations qu'on reçoit, mais l'exemple que je donne souvent, c'est que fin des années 1800, début des années 1900, début du XXe siècle, il y avait 40 millions de Français sur le territoire. La population de la France était de 40 millions, dont 8,5 millions qui étaient paysans ou employés agricoles. Et forcément, quand tu étais dans les années 1800 et que tu étais employé agricole, le volume d'informations que tu avais à gérer était très, très limité. Donc, on n'était pas du tout... Et pourtant, notre cerveau, dans 200 ans, il n'a pas évolué. C'est-à-dire que, oui, c'est ça. Et puis, on a beaucoup plus de métiers qui ne nécessitent pas, en fait... Alors, je parle pour le côté professionnel, je ne parle pas pour le côté perso, mais pour le côté professionnel, qui ne nécessitent pas qu'on ait eu besoin à l'époque de s'en rappeler plus que ça. C'est-à-dire que... Et même, il y a des métiers que j'ai fait moi où c'était très simple. Il y a des caisses sur le quai, il faut les mettre dans le camion. Donc, tant que tu vois des caisses sur le quai, tu sais qu'il faut les mettre dans le camion. Quand tu vois plus de caisses sur le quai, il n'y a plus rien à mettre dans le camion, c'est terminé. Et tu vois, il n'y a rien à se rappeler là-dedans.
C'est juste, j'arrive même me rappeler du tout. Je vois les trucs ici, je les mets là-bas. Quand il n'y en a plus ici, bah, c'est fini, je peux rentrer chez moi. Donc là-dedans, quelque part, la charge mentale liée à cette activité-là, bah, elle est nulle quelque part parce que il y a rien à se rappeler de devoir faire. Tu vois, c'est pas comme quand tu as géré tout un tas de choses. Et là, le fait que maintenant il y a géré plus de choses, que les frontières se mélangent entre le pro et le perso, que finalement on commence à réaliser que la barrière très artificielle entre le personnel et le professionnel, puisque là, un cerveau humain ne fait pas de différence. Le cerveau fait pas de différence entre une tâche professionnelle et une tâche personnelle. C'est la même chose pour lui. Organiser un contrat pour signer une fusion-acquisition ou avec 5 personnes ou organiser un barbecue avec 5 copains ce week-end, c'est pareil pour le cerveau. Là, je parle en termes cognitifs. Il n'y a pas d'affectif, je parle en termes cognitifs. Il faut parler à 5 personnes pour les mettre le même jour, au même endroit, à la même heure et commencer à préparer les prochaines actions pour que ça se fasse. Ça, c'est pareil. Donc voilà, je pense qu'il y a un volume qui a beaucoup augmenté et il y a une volonté, alors après, on peut la discuter, mais il y a un souhait d'essayer de tout mener de front par plein de gens tout le temps. De se dire, il y a ça, il faut que je sois présent ici, il faut que je sois présent ici, il faut que je sois présent là-bas aussi. La société me demande d'être présent là aussi, etc., etc. Et puis il y a des choses qu'on se raconte aussi, que la société ne demande pas forcément directement, mais par notre conditionnement ou par tout un tas de choses, on va se mettre en situation de dire, si, c'est un truc qu'il faut que je fasse. Et on se retrouve finalement avec énormément de choses à faire, et donc surtout beaucoup en termes de responsabilité. Et en fait, moi, c'est beaucoup par ça que j'attaque la charge mentale, davantage peut-être même que par le côté j'ai la logistique à mener, j'ai ces trucs-là préparés, j'ai ces machins à faire. Tout ça, oui, je les ai à faire, mais je les ai à faire parce que j'ai le rôle qui correspond à ça. J'ai une responsabilité vis-à-vis de ça. J'ai une responsabilité vis-à-vis de mes gamins de prendre soin d'eux, on va dire ça au sens large. J'ai un rôle vis-à-vis d'eux. Donc ce que tu proposes, c'est de clarifier d'abord nos responsabilités par rapport à tout ce qu'on a à faire. Moi, je trouve que ça commence par là. Ça commence par là. Et en fait, ça c'est venu aussi de pas mal de coaching que j'ai pu faire. Et je me suis aperçu que au départ, je faisais beaucoup commencer les gens par faites-moi la liste de ce que vous avez à faire. Tu vois, en tout cas, un exercice classique, le lavage de cerveau, le vidage de cerveau, pardon, classique, lavage non. Le vidage de cerveau classique, mettez tout ce que vous avez à faire, puis enfin, on va... Et je me suis aperçu que c'était souvent plus efficace quand tu passais de l'autre côté en disant, mais faites-moi d'abord la liste de tout ce dont vous êtes responsable. Tous vos engagements, tous vos zones de responsabilité. Exactement. Vos engagements, pas en termes de choses à faire, mais enfin, oui, de choses à faire, mais en termes de ce que vous attendez de vous-même, ce que les autres attendent de vous. D'accord, dans tel ou tel domaine. Je suis dirigeant de ma boîte, j'ai un rôle au niveau du budget, j'ai un rôle au niveau marketing, exactement. J'ai un rôle au niveau de ma société, de ma santé. Ouais. Et après, j'ai vis-à-vis de moi-même. Vis-à-vis de moi-même, de ma santé. La santé, donc la santé, la spiritualité. Peut-être d'une asso dans laquelle je suis impliqué, peut-être que je suis parent, peut-être que je suis enfant, peut-être que j'ai des parents à charge, etc., etc. Donc la liste de l'ensemble des responsabilités. Voilà, et j'ai ajouté là-dedans une troisième carte qui est celle des responsabilités partagées. Et celle-là, pour le coup, elle sert parce que, oui, quand je suis en couple, a priori, je suis avec quelqu'un, donc l'idée, c'est qu'on fasse tourner tous les deux la chose et d'une manière qui nous satisfasse tous les deux. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve notre équilibre là-dedans. L'équilibre, après, chacun trouve l'équilibre qu'il veut. Mais à mon avis, enfin, en tout cas, c'est mon constat, on va dire, et ce que je propose aussi dans le bouquin, c'est qu'on peut, pour trouver cet équilibre-là, on a besoin de faire ces cartes de responsabilité partagées et de, effectivement, se les partager. C'est-à-dire que c'est dire de quoi on a besoin pour que ça tourne. Que ça tourne entre nous, que ça tourne dans alors, ça paraît peut-être un peu gestion de projet sur de l'affectif, mais n'empêche qu'il y a des trucs il y a des trucs qui sont beaucoup plus facilement gérés comme ça. De quoi on a besoin, de quoi la famille a besoin pour tourner, de quoi on a besoin dans la maison pour que ça tourne, etc. Et donc là, on fait les responsabilités. Pour le moment, on les répartit pas. D'accord, on fait juste la liste. D'accord, alors qu'on la fasse pièce par pièce en disant, dans cette pièce, il y a besoin de ça, il y a besoin de ça, il y a besoin de ménage, il y a besoin de machin, il y a besoin de trucs. Ou qu'on la fasse plus par grand domaine du style, effectivement, comme je disais, il y a l'éducation des enfants, il y a le budget, il y a différents trucs comme ça, etc. Voilà, l'important, c'est de faire cette carte-là, et après, on va se la répartir. Et après, on va se poser en disant, OK, qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que je prends? Alors, j'ai même vu qu'il y avait, justement, en fait, là, on est en train de parler de partage des tâches ménagères. C'est ménagère, mais ça reste très bien dans l'équipe, en fait. Ça reste très bien dans l'équipe. Ça reste très, pardon, ça m'est venu aussi beaucoup des équipes. Mais oui. Il y a les impôts à faire, il y a... Et donc là, parce que j'ai vu que dans ton livre, il y avait un chapitre qui était dédié à la communication. Ouais. Donc, est-ce que tu fais le lien entre les deux? Alors, j'imagine pour ce sujet-là, mais pour plein d'autres. Ouais. Donc, peut-être que ça, c'est un apport par rapport... Enfin, moi, j'avais pas vu de livre qui parlait d'organisation, qui parlait aussi de communication. Alors, qu'est-ce qui a fait que toi, tu as ressenti le besoin d'en reparler? Encore une fois, c'est une question d'efficacité et de tranquillité. Parce que je parle de communication, mais je parle en fait de communication non violente, si on regarde bien. C'est de ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs,
que la dernière cape dont je viens de parler, celle des responsabilités partagées, dans le bouquin, j'en parle uniquement après avoir parlé de la communication non violente. Parce que l'idée, c'est d'arriver d'abord à aborder ce sujet-là d'une façon qui soit respectueuse de chacun, respectueuse de moi-même et respectueuse de la personne en face. Donc effectivement, il y a tout ce chapitre-là sur la communication non violente parce que pour moi, c'est hyper important, et encore une fois, que ce soit dans un couple ou que ce soit même au boulot, d'avoir cette attitude respectueuse des besoins de la personne et de mes besoins propres aussi. C'est-à-dire que c'est jamais de m'oublier moi, mais il s'agit d'inclure la personne en face. Et je trouve, pour le coup, c'est empirique, c'est pour ce que j'ai pu voir autour de moi, j'ai pas d'études qui montrent ça, mais pour moi, c'est un peu comme des études qui montrent que la sieste, c'est efficace. Hein. Je veux dire, oui, d'accord, on sait, c'est bizarre qu'il faille une étude pour montrer qu'on est mieux après avoir fait une sieste qu'avant. Bah, pour moi, on est mieux si on a des outils de communication qui nous permettent ça, qui nous permettent de nous accorder sur nos besoins. Tu vois, si je prends l'exemple, si tu as du grief envers quelqu'un parce que tu trouves qu'il fait pas sa part, que ce soit pro, que ce soit perso, encore une fois, en équipe, c'est pareil, et que tu commences à lui rentrer dans l'arbre, la personne, elle va se défendre. C'est normal. Je veux dire, même si tu as raison, même si elle sait que tu as raison, et même si au fond d'elle, elle est d'accord avec le fait qu'elle ne fait pas assez, si tu l'attaques, elle se défend. Tu vois, c'est un mécanisme. C'est juste, faut être un moine zen pour éventuellement pas se défendre dans ces cas-là. Et encore. Donc, pourquoi aller au clash dans ce genre de truc alors que finalement, une approche qui te permet de dire, bon, je vais prendre sur moi pour ce truc-là, parce que finalement, ce que je veux, ce qui m'intéresse, c'est le lien entre nous deux, c'est de la conservation du lien. D'ailleurs, on est très CNV, hein, et je veux conserver ce lien-là parce que je veux accorder mon besoin, je veux aussi que la personne en face soit tranquille par rapport à ses besoins. Donc, si moi, j'ai un besoin d'aide, je peux avoir un besoin de soutien, je peux avoir un besoin de reconnaissance de ce que je fais, je peux avoir pas mal de besoins comme ça. La personne en face, il y a des chances qu'elle ait des besoins similaires, ou qu'elle ait des besoins, tu vois, ou d'autres besoins auxquels moi, je pense pas, qui font qu'elle fait pas ce que j'estime qu'elle devrait faire. D'où la communication pour s'accorder un peu là-dessus. Et donc, quand tu as écrit ton livre, en fait, alors bon, j'imagine qu'il y a des choses qui étaient, disons, je l'appelle théoriques, pardon, hein, j'ai pas de meilleurs mots là qui me viennent. Quelle est la part de ton expérience dans parce que donc t'es coach, GTD, fait de la communication non violente beaucoup. Voilà. Peut-être il y a d'autres choses qui t'ont inspiré. Voilà. Et quelle est la part en fait de choses concrètes, de choses que tu as pu vivre? Ok. J'ai envie de dire tout. Mais c'est pour ça que j'ai choisi ces outils-là. Si tu veux, tu vois, la communication non violente, quand je l'ai apportée, pour le coup, là, je vais parler de moi perso, quand je l'ai apportée dans la famille, au départ, il y avait un peu un rejet, mais tu vois, comme on connaît tous ce truc-là, on a fait une formation, on trouve ça génial, on arrive, on dit, ouais, je trouvais ce truc-là, c'est super, on va faire ça comme ça. Personne en fait, c'est pareil. Elle a besoin de temps, elle va dire, non, ton truc, là, tu le gardes, c'est gentil, tu joues avec, mais tu ne l'imposes pas. Voilà, bon, si je prends mon cas particulier à moi, ma femme, maintenant, elle est plus engagée que moi dans la communication non violente. Et elle gère le truc vachement mieux que moi là-dessus. Ça nous a beaucoup aidé. Je sais que ça nous a beaucoup aidé dans notre relation. Et dans la manière dont on aborde les choses. Ça veut pas dire qu'on s'engage jamais, ça veut pas dire qu'on est toujours d'accord justement sur qui doit faire quoi, le machin, etc. Mais on sait qu'on a un outil qui nous permet de dire, ok, on peut revenir vers l'autre, la relation, elle est, le lien, il est présent. Et on est tous les deux sur la préservation du lien. Ouais. Donc voilà, ça c'est pour la communication. Après, pour tout ce qui est évidemment se vider la tête, les responsabilités, ce genre de choses-là, typiquement, oui, la méthode GTD, typiquement l'holacratie, la manière dont les choses sont gérées en collectif, m'ont inspiré aussi pour ça. D'accord. Et donc, tu dis que tu changes, par exemple, au début, tu demandais, alors non pas un lavage de cerveau. Hein. Je rappelle à nos auditeurs que la couverture du livre est orange et pas rouge. Pour le lavage de cerveau. Donc, c'est pas le petit livre rouge, non, c'est le grand livre orange. Ouais. Et tu disais que tu avais, par la pratique, changé des petites choses dans ton approche de l'organisation personnelle. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Si tu peux préciser ta question. Il y en a, par exemple, tu disais que tu demandais aux personnes de faire un balayage mental, c'est-à-dire de se vider la tête. Et maintenant, tu passes plutôt par les responsabilités. Les rôles. Est-ce qu'il y a des alors, je dis pas des petites choses dans le sens où c'est anecdotique, mais des ajustements. Je trouve, tu vois, justement, ce truc de rôle, pour moi, c'est un ajustement qui paraît mineur, mais qui finalement est assez intéressant. C'est-à-dire que, donc, la recommandation, c'est de noter tout ce qu'on a à faire. Bon, d'accord, très bien. Mais je parle des choses qui vont m'arriver dessus. Tu vois, le fait que
On me demande des choses, je vais le noter. On me demande un nouveau truc, je le note. Tu vois, c'est ce truc-là de tout noter. Bon, ça, c'est pas nouveau en soi. Mais c'est après, c'est qu'au moment de transformer ça, cette information qu'on va dire brute, quelqu'un m'a demandé quelque chose, où je transforme ça en prochaines actions, etc. Moi, j'intercale le rôle là-dedans. C'est-à-dire que la première question que je me pose maintenant à chaque fois, et donc à chaque fois que je vais lire un mail, ou à chaque fois que je reprends une note d'un truc que mon gamin ou ma femme m'a demandé, ou qu'un collègue dans l'asso m'a demandé, etc., je me pose la première question, est-ce que c'est dans mes rôles ? Et je me pose ça avant même d'aller chercher, encore une fois, c'est peut-être le côté feignant chez moi, avant même de commencer à me creuser la tête pour savoir quelle est la prochaine action, je me dis, est-ce que c'est à moi de faire ça ? Est-ce que ça fait partie des rôles que j'ai acceptés dans ma vie ? Parce que finalement, ce constat, c'est le constat de ça. Hein. Tout ce que j'ai à faire dans ma vie vient du fait que j'ai dit oui à tout ça, en termes de rôle, en termes de responsabilité. Donc, est-ce que une fois que j'ai fait cette cartographie, d'abord, c'est souvent un moyen de se dire, mais finalement, ce rôle-là, j'en veux pas. D'accord, peut-être que pourquoi j'ai marqué ça, je suis pas d'accord, j'en veux pas. Je vais discuter avec quelqu'un pour qu'il le reprenne ou je sais pas quoi. Ou si jamais j'ai pas le choix, je le fais, mais l'approche est différente. Mais je pars toujours par là maintenant. C'est-à-dire qu'avant même de me poser la question, est-ce qu'il y a un projet là-dedans, est-ce qu'il y a une action à faire, c'est est-ce que c'est à moi ? Est-ce que ça relève de mon périmètre ? Si ça relève pas de mon périmètre, c'est poubelle ou je renvoie à la personne à qui c'est. L'action qui va découler de cette première réponse va être très différente. Si c'est pas dans mon périmètre, l'action choisie va être plutôt de redispatcher, de renvoyer, etc. Exactement. Et si par contre c'est dans ton périmètre, à ce moment-là, tu vas chercher une vraie action spécifique. Mais je vais me creuser le cerveau qu'à partir de ce moment-là. Et je me suis aperçu, là, pour le côté pro en coaching, que ça aidait finalement. Alors, c'est un détail, hein. Ça paraît un détail, mais ça aide beaucoup les gens. En tout cas, ceux que j'ai, parce que, bon, alors après, j'ai beaucoup de gens aussi qui sont à des niveaux où il y a beaucoup de responsabilités. Mais ça marche pour n'importe qui, en vrai. C'est-à-dire que quand tu reçois un mail ou quand tu reçois une demande et que tu poses la question, est-ce que c'est moi, ça ? Mais pas par en disant si tu te poses ça par rapport à la carte que tu as faite devant, ta carte précise avec tous tes rôles, etc., et que tu n'arrives pas à relier ça à un des items là-dessus, c'est que c'est pas à toi. C'est que tu le fais parce que tu es quelqu'un de sympa, que tu es bien en service, tout ça. Après, les autres raisons, tu vois ce que je veux dire. Mais là, moi, mon premier truc, c'est est-ce que c'est dans mes rôles ? C'est pas dans mes rôles, le machin dégage. Qu'est-ce qu'on a concrètement au bout de 60 minutes ? C'est-à-dire, je suppose je suppose qu'on renégocie pas sa vie entièrement en 60 minutes. Alors, encore que, qu'est-ce qui se passe au bout de 60 minutes ? Non, alors 60 minutes, c'est pour prendre connaissance de tout. De tout, on va dire, toutes les pratiques que je recommande dans le bouquin. C'est vrai que si tu prends le bouquin et que tu commences à faire ce que je demande de le faire, ça va prendre plus que 60 minutes. 60 minutes, c'est le temps de le lire, en fait, finalement. Donc, prendre connaissance des infos, et puis voir un peu comment tout ça s'articule. Après, il y a des gens qui préfèrent faire ça et ensuite se disent, ok, je vais aller faire les exos. Il y a des gens qui vont se mettre tout de suite dans les exercices que je donne dans le bouquin. Ça, après, chacun dit. Mais c'est vrai que si tu es plutôt dans la deuxième catégorie, oui, ça va te prendre plus de 60 minutes, c'est clair. Après, ça prend moins de temps qu'on pense. Hein. Parce qu'il y a ça aussi. Des fois, quand tu vas lire des exercices, le truc, c'est que c'est écrit. Alors, donner des exercices à l'écrit, des fois, c'est un peu compliqué. Donner des instructions à l'écrit pour que ça soit vraiment bien compris, ça peut faire un peu peur, en fait. Et tu dis, il faut que je fasse ça, ça me paraît énorme. Sauf que quand tu commences à le faire, tu t'aperçois que tout d'un coup, ça prend finalement beaucoup moins de temps que tu pensais. Et alors après, moi qui suis un petit peu pervers, mais moi je trouve ça assez fun, franchement. Faire le tour de mes rôles, je trouve ça fun. Me dire, ouais, ça ok, j'ai dit oui, ça me va, très bien, ça me va. Et puis ça c'est, ok, je m'occupe de mon fils, ça je veux bien, ok, très bien, ça, tac. Ça dans la boîte, je m'occupe de ça, ok. Donc ça, je suis pas sûr. Tiens, prochain coup, je vais essayer je vais aller parler au bien garant pour qu'il file ça à quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu, parce que c'est ma vie, hein, finalement. Disons, c'est la partie active de ma vie, c'est pas ma vie, mais c'est la partie activité de ma vie. Et c'est vrai que pour le coup, je considère vraiment, mais ça je le dis souvent, hein, je suis une seule personne, j'ai plein d'activités. Il y a des activités il y a des activités qui sont rémunérées. Ça, ok, c'est le job, ce que les gens appellent le job. Il y a des activités qui sont pas rémunérées, en tout cas pas en argent, mais qui moi me font vachement de bien. Tu vois, quand je vais faire mon bénévolat dans l'asso à côté, moi ça me nourrit, ça me remplit, j'adore ça, quoi. Mais ça me rend pas, c'est pas un copec puisque c'est du bénévolat. Mais par contre, ça me nourrit beaucoup plus de choses aussi. De sens, de tout ce que tu veux, de sens de contribution, de sens de... Enfin, tu vois, plein de choses comme ça. Donc voilà, j'ai plein d'activités comme ça. Et l'idée, c'est de se dire, tout ça, c'est mes activités dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme activité dans ma vie ? Qu'est-ce qui est négociable, qui ne l'est pas ? Qu'est-ce que je dois accepter ? Comment j'aborde les choses, etc. Et d'ailleurs, la communication non violente, on parlait tout à l'heure, me permet aussi d'accepter plus facilement des rôles qui seraient relous sinon. Tu vois, je me rappelle de formation à la CNV où... il y a deux anecdotes. Il y a une première anecdote qui me vient tout de suite, qui n'a rien à voir avec ce que je viens de dire, mais qui me vient parce que quand même, j'ai trouvé intéressant.
C'était une femme qui était en plein divorce. Ça se passait très mal avec le mari. Et elle disait en formation, mais quand même, c'est pas juste, quoi. Le mec m'a pourri ma vie. Depuis des années, il me pourrit ma vie. Et c'est moi, maintenant, qui me retrouve dans ce stage de CNV à devoir faire l'effort de renouer le lien avec. Et c'est vrai que c'est pas juste, tu vois. Mais la formatrice, en l'occurrence, tu as dit, mais en même temps, si la relation est importante pour vous, quelle que soit la raison, si c'est parce que vous avez un enfant ensemble, etc., bah oui, c'est à vous de faire le job au départ. Et vous verrez qu'après, ça va se refaire. Mais donc, il y a cette espèce d'injustice-là. Mais c'est pas forcément une injustice, c'est-à-dire que pourquoi je le fais ? C'est ça la vraie question. Ou à accepter les conséquences. C'est ça, exactement. C'est souvent le problème. Oui, je peux couper le truc et me dire, je m'en fiche. Et pourquoi je te parle de ça ? C'est parce que cette fameuse carte des besoins, cette carte des rôles, les cartes des rôles, j'aime bien la coupler, mais je le fais pas avec tous les clients, mais je l'ai fait avec moi-même et j'aime bien la faire avec certains. Je vais aller chercher leurs besoins là-dedans. À quels besoins répondent chacun de ces rôles ? Ou quels besoins sont nourris par chacun des rôles, tu vois ? Parce que des rôles du style faire la vaisselle, passer l'aspirateur, faire des trucs comme ça, si tu les prends comme ça, c'est pas forcément riant pour la plupart des gens, quoi. Si tu dis maintenant, ça correspond à mon besoin d'harmonie dans la maison. Alors je sais que les gens vont dire, machin, il doit jamais passer l'aspirateur. Pas vrai. C'est bon. mais tu vois, c'est une manière de voir les choses différemment. C'est pas de la manipulation mentale, c'est moi qui accepte et qui me dit, mais je le fais ça parce que si je le fais pas, au bout du compte, c'est finalement plus pénible que si je le fais. Ouais, plus pénible et plus désagréable. Et plus désagréable. Et comme je suis finalement, j'ai l'impression vraiment, encore une fois je le dis, mais je suis un gros feignant qui adore la tranquillité, tout ce qui peut me rendre la vie facile et tranquille, je suis prêt à faire le petit effort au départ qui me rend beaucoup de tranquillité derrière. Par opposition à pas faire sur le moment le petit effort qui fait que derrière, je vais être ennuyé de partout, quoi. Merci pour ça. Et j'aime bien les histoires, moi, vous savez. Alors, j'aimerais bien que Geoffrey, qui coach aussi pas mal à la GTD et puis toutes sortes de choses, et puis Romain, vous me racontiez une belle histoire de quelqu'un que vous avez aidé à réduire sa charge mentale et ce que ça lui a procuré. Pas trop longue, parce que je veux pas dormir, attention. J'écoute, je suis dans le métro, je vais au boulot, alors une belle histoire, un exemple, quelque chose où vous avez vraiment rendu service à quelqu'un par rapport à la charge mentale et ce que ça lui a procuré. Bon, là, c'est pas pour... ça va peut-être être bizarre à dire, mais c'est quand même l'essence du travail qu'on fait en coaching. En tout cas, je ferai peut-être d'autres choses. Moi, je fais que ça, c'est mon taf. Alors, des fois, ça marche pas pour des raisons, mais la plupart du temps, donc c'est difficile. Et c'est pas du tout me mettre en avant ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste que... En fait, ce que j'adore dans ces principes-là de productivité, c'est que c'est mécanique. On n'est pas sur de la psycho. On va être sur la psycho quand on parle de procrastination, quand on parle, tu vois, d'identité, parce qu'il y a des gens pour qui être organisé est négatif. Donc, si tu as un parti pris que pour toi, les gens organisés à l'école, c'était le premier de la classe qui était relou avec tout le monde, etc., et que tu as cette image-là, ça va être difficile de t'organiser. Puisque tu projettes quelque chose de négatif sur un comportement, donc ça va être très difficile pour toi de t'approprier ce comportement négatif. Donc là, on va être sur des trucs de psycho plutôt. Mais si on n'est pas là-dessus, pour tout le reste, c'est mécanique. Je veux dire, faire la liste de tes rôles, regarder si tu es OK avec, faire la liste des projets qui appartiennent à ces rôles, faire la liste de toutes les tâches, rapport avec ça, on est sur de la mécanique. Trouver la prochaine action, la mettre dans mon système à côté, je veux dire, c'est mécanique que ça te soulage le cerveau. Tu vois, il y a aucun effort, il y a aucune prouesse là-dedans. Par contre, il faut le faire. C'est vrai qu'il faut faire l'exercice. Il faut pas mettre juste appeler bidule. Non, c'est appeler bidule à tel numéro pour lui dire ça sur le projet machin. Ça fait des prochaines actions qui sont super longues, sauf que tu te rends service à toi-même. Ton moi de maintenant rend service à ton moi de plus tard. Et ton moi de plus tard, quand il va lire ça, il va dire « Waouh, j'étais trop sympa avec moi-même, il faut que j'appelle. J'ai même pas besoin de me rappeler, il faut que j'appelle machin pour lui dire ça. Je pourrais, tu vois ce que je veux dire. J'ai presque juste à lire ma prochaine action et ça y est, la personne en face, elle répond. » C'est intéressant parce que souvent, on a tendance à exactement faire l'inverse de ce que tu dis, Romain. C'est-à-dire qu'au lieu d'être le mois présent, au lieu d'être sympa avec le mois futur, en général, le mois présent est plutôt hyper vache avec le mois futur. Je gère pas le truc, non mais de toute façon, je le gérerai plus tard, ou plutôt mon mois futur le gérera et va se débrouiller. Et comme j'ai pas fait le petit effort au début, l'effort pour la suite va être vachement plus compliqué. Ou je mange le gâteau au chocolat maintenant parce que de toute façon, c'est mon moi futur qui reste à transpirer 1 heure à la salle de sport. Et ça, c'est son problème à lui et c'est pas mon problème à moi qui mange la barre de chocolat. Et c'est très, très intéressant de prendre ça à contre-pied et de se dire, mais en fait, j'ai envie que mon moi présent soit gentil et bienveillant envers mon moi futur. Parce que je trouve que c'est vraiment... un 180 par rapport à la société, à beaucoup de choses qui se passent dans la société dans laquelle on vit.
Mais si tu regardes bien, en fait, c'est très logique. Hein. C'est parce qu'il n'y a que mon moi présent qui peut agir. Mon moi futur, il ne pourra pas agir là-dessus. Entièrement d'accord avec toi sur la partie logique. Ouais. Mais après, il y a tout un tas de mécanismes qui rentrent en jeu qui font que si c'était tellement logique et tellement facile, on serait tous hyper gentils avec notre moi futur. Mais force est de constater, à moins que j'ai peut-être un biais avec les clients que je vois en coaching, mais forcément, il y a un biais dans les personnes qu'on voit, c'est évident. Mais on s'aperçoit qu'ils ne sont pas tous aussi gentils que ça avec leur moi futur. Bien sûr. Donc la belle histoire, c'est Scrooge. Dans le conte de Noël, vous savez, qui rencontre le fantôme de son moi passé. C'est assez fortiche, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, parce que justement, il apprend à être plus bienveillant, mieux veillant avec son moi futur. Bon, il faut 3 fantômes quand même, hein, je pourrais me rappeler. Non, là, il faut dire qu'il part de loin. Hein. C'est ça. Il parle de loin. C'est ça. Okay. Pour répondre à ta question, Jean-Philippe, je dirais que peut-être que moi, une belle histoire qui m'est arrivée en coaching sur cette notion des responsabilités, c'était avec une jeune femme qui voulait faire un truc qui se mettait la pression pour faire un truc pour pour le départ de ses parents à la retraite. Donc, jeune femme, adulte, qui se mettait la pression en disant « Mes parents partent à la retraite de leur boulot dans pas longtemps. Il faut que j'organise quelque chose. Il faut que… » Et en fait, de lui faire prendre conscience que c'était un choix de sa part. Et qu'elle avait le choix de faire, de pas faire, de prendre le rôle, de pas prendre le rôle. Et ben, les actions qui en ont suivi ont été beaucoup plus légères. Et ça, je trouve que c'est une belle histoire parce qu'on a tous des rôles qu'on s'impose. Et ça va un peu dans le sens de ce que tu partages, Romain, de revisiter ces rôles et de se les approprier en disant ce rôle-là, j'ai vraiment envie de l'incarner parce qu'il me parle, parce que c'est vraiment moi, parce que ça correspond à qui j'ai envie d'être. Ça nourrit des besoins profonds. Ça nourrit des besoins profonds, absolument. Et ben du coup, on va faire les actions de manière beaucoup plus légère. Il y a une phrase sur laquelle je travaille beaucoup en ce moment qui est « Ce à quoi je résiste a tendance à persister ». What I resist persists en anglais. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire le rôle auquel je résiste, le truc où j'ai pas envie, ça va me créer tellement de douleurs et tellement de choses négatives et tellement de problèmes que finalement, il y a un moment, il faut faire un choix. Soit je lâche prise et je dis, OK, très bien, j'accepte le truc, bon gré, mal gré, etc. Soit simplement, je renvoie la balle de l'autre côté du court en disant, ça, je le prends pas et je décide. Mais ce côté décider, choisir, permet de vivre les choses de manière beaucoup plus confortable et de manière beaucoup plus agréable. Alors tu vois, je voudrais finir pour le coup, enfin je pense que oui, là, vu le temps qu'on a passé sur mon bouquin, merci les gars. Je voudrais finir quand même par un petit tips, peut-être pour aider justement le mois présent à aider le mois futur. Et ça, c'est un truc qui vient des Tiny Habits. C'est la célébration. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui veulent retrouver le podcast sur les habitudes qu'on avait fait. La célébration, c'est cette petite chose, c'est ce contentement intérieur qu'on a quand on a fait la chose bien ou quand on a réussi quelque chose. Tu vois, typiquement, t'as une poubelle qui est au milieu de la pièce, t'as une corbeille, t'as ton petit bout de papier, tu lances le bout de papier et le bout de papier arrive dans la corbeille. Tu vois, cette espèce de contentement intérieur, espèce de truc là. Et ben ce truc-là, il faut le nourrir. Et pour moi, c'est quand même une des grosses clés qui aide le mois présent, justement, à faire la bonne chose et à faire la chose qu'il sait devoir faire quand il n'a pas envie de la faire. C'est-à-dire se dire, OK, je le fais, et dès que je l'ai fait, je me dis, yes, merci, super. Et entretenir ce truc-là, ça a l'air de rien, mais moi, je sais qu'en tout cas, ça m'aide, ça m'a beaucoup aidé à adopter les comportements qu'on va dire vertueux, quoi. Eh bien, nous célébrons la sortie de ton livre, tous ensemble. Geoffrey voulait dire un truc encore. Oh, pardon, excuse-moi. Ouais, je voulais aller tout à fait dans le sens de Romain en disant qu'on est, et peut-être que ça fera l'occasion d'un nouveau podcast, avec plaisir, on est dans une société où on est un peu en surdose de dopamine en permanence. C'est-à-dire que il peut y avoir plus aucun effort et on peut néanmoins, ou un effort ultra minime, et néanmoins avoir la dopamine. Donc le fait de avoir cette récompense parce qu'on a choisi de faire quelque chose, qu'on est entré dans l'action, qu'éventuellement on a fait un effort, même s'il est petit, mais qui a été quelque chose de décidé et de choisi, c'est hyper important de renforcer ce circuit de la récompense de manière intelligente et proactive. Parce qu'aujourd'hui, je fais du Candy Crush et j'ai les trucs explosent dans tous les sens et j'ai ma petite décharge de dopamine. J'ai fini toutes mes actions dans KickUp ou dans Monday.com et j'ai la licorne qui traverse l'écran et qui m'envoie
plein de feux d'artifice pour me dire « Ah, t'es trop fort, t'as fait ton boulot », et on a des décharges de dopamine en permanence. Parfois un peu surdimensionné, donc je vais dans ton sens, Romain, et en travaillant, en recadrant ce besoin de récompense, en recalibrant le circuit de la récompense, je pense que ça peut énormément aider. Merci, excuse-moi. Donc, nous célébrons à la fois la sortie du livre de Romain et la promesse d'une prochaine chronique de Geoffrey déguisé en licorne. C'est pas très CNV, la promesse d'un épisode. Ok. Oh, écoutez, en tout cas, célébrons. Je suis d'accord. Et on retrouve ton livre dans les meilleures librairies. Se libérer de sa charge mentale en 60 minutes. Enfin, plutôt 60 minutes pour se libérer de sa charge mentale aux éditions Gérézo. À bientôt. À bientôt. Pro et Serein, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et pourquoi pas à nous laisser un commentaire, soit sur votre plateforme préférée, soit même sur le forum du site www.proetserein.com qui est en accès libre à la lecture. Restez pro, restez serein et nous vous retrouvons au prochain épisode.